Bonjour, nous sommes actuellement à l'espace Génération Climat au Bourget. Alors pendant que se déroule à quelques dizaines de mètres de nous la négociation dans le cadre de la COP21, nous allons ensemble aborder une facette aussi très importante évidemment de la lutte et de l'adaptation au dérèglement climatique. Il s'agit de la contribution des partenariats multi-acteurs. Donc vous le savez, les solutions sont à l'œuvre dans les organisations et sur les territoires, mais pour relever les défis et l'urgence climatique, elles ont absolument besoin d'être démultipliées, de changer d'échelle et de s'accélérer. Donc je vous propose de discuter ensemble de la valeur ajoutée justement sur ce sujet des partenariats multi-acteurs. Donc à mes côtés pour apporter leur témoignage, leur point de vue sur ce sujet, trois intervenants que je suis très enchantée de recevoir à mes côtés. Donc Patrick Klugman, vous êtes adjoint à la maire de Paris, chargé des relations internationales et de la francophonie. Merci d'être ici. Merci. Michael Blais, vous êtes directeur des achats responsables de Givaudan et aussi vous nous parlerez en tant que membre de l'Alliance française pour une huile de palme durable. Et enfin, à ma gauche, Frédéric de Saint-Cernin, ici administrateur de Convergence, mais vous avez d'autres casquettes dont vous nous dévoilerez peut-être un petit peu les facettes. Donc moi, je suis Catherine Decaux, directrice générale du Comité 21, qui est également en soi un réseau multi-acteurs qui se consacre depuis plus de 20 ans au développement durable. Donc je vais tout d'abord vous donner la parole, Frédéric de Saint-Cernin. Est-ce que vous pouvez nous présenter Convergence, s'il y a besoin de présenter ce grand réseau, et puis aussi nous dire quelles sont les actions particulières qui sont menées en faveur du climat dans votre réseau? C'est une très vague question. Je m'excuse d'ores et déjà auprès de mes partenaires parce que je risque d'être un petit peu long. Convergence est une plateforme qui vise à réunir toutes sortes de publics, plateforme dont l'objectif est de créer des partenariats. Je parlais à l'instant de public, on voudrait réunir aussi bien des acteurs publics, des acteurs privés, de la société civile, le monde solidaire aussi, les médias. Une plateforme qui vise à témoigner, à organiser du plaidoyer, à organiser des débats. Ce sont des lieux de rencontres, des réunions de travail. Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir témoigner et d'être un lieu de plaidoyer. Alors, nous avons plusieurs outils qui nous permettent tout au long de l'année de nous exprimer. Nous avons d'abord des ateliers qui fonctionnent chaque année parce que nous sommes une plateforme organisée autour de 200 partenaires. C'est donc quelque chose qui est extrêmement important. Nous avons aussi des moments forts, en particulier le Forum mondial Convergence, je vais vous en dire un mot, mais nous avons aussi des prix qui sont des prix assez prestigieux, maintenant qui commencent à être un petit peu connus. Nous avons aussi des publications. Alors peut-être un mot pour être bref sur le Forum Convergence que nos amis connaissent bien, puisque nous avons la chance d'avoir le partenariat de la mairie de Paris depuis le début. C'est aujourd'hui notre 8e Forum Convergence qui s'est achevé au mois de septembre. C'est devenu un forum d'autant plus important que nous avons maintenant 7200 participants qui viennent cette année, qui sont venus aussi l'année dernière. Nous avons... Qui viennent du monde entier. Les intervenants même, nous avons 300 participants, intervenants, animateurs des ateliers, animateurs des conférences qui viennent de 58 pays différents. Nous avons aussi dans notre salon professionnel 42 exposants. Donc nous avons des gens qui sont extrêmement impliqués et aujourd'hui notre forum Convergence a une surface particulièrement importante. Nous avons eu la chance, parce que cette année, autour de la COP21, nous avons voulu marquer notre volonté de nous engager autour du climat, de recevoir le président de la République et l'un de nos 3 piliers. Nous avons 2 piliers traditionnels et notre 3e pilier tourné autour du climat. Donc nous avons eu des débats d'excellente facture. Je me souviens en particulier du débat organisé par l'Alliance française pour l'huile de palme durable. Donc nous avons des partenaires fidèles comme la mairie de Paris, des partenaires qui nous ont rejoints depuis quelques années et qui participent de l'animation de ce forum qui aujourd'hui a une surface qui est devenue très importante. Et sur la question du climat, donc vous avez aussi pris des engagements forts. Alors, nous avons pris des engagements forts parce que nous avons lancé une initiative qui est une initiative
peut-être un peu impertinente, mais le président de la République lui-même l'a relevé, c'était zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. On parle évidemment du zéro carbone aujourd'hui, mais nous considérons que nous ne pouvons pas faire l'économie d'une vision plus globale, plus générale. Et si nous voulons avoir une vision beaucoup plus large de cette problématique, nous considérons qu'il faut réfléchir de manière inclusive pour avoir des solutions pérennes. Nous considérons aussi qu'en matière de pauvreté, ce sont les pays en voie de développement qui sont le plus concernés par les conséquences du dérèglement climatique, qui sont le plus fortement frappés par les drames qui aujourd'hui touchent des pays comme les Philippines. J'ai accompagné le président de la République il y a quelques mois aux Philippines. Le dérèglement climatique aujourd'hui est une réalité et ce qui aujourd'hui est très marquant, c'est non seulement le nombre, mais l'ampleur particulièrement forte de ces règlements climatiques. Tout ça pour dire qu'en dehors du zéro carbone, il faut s'intéresser à la zéro exclusion et à la zéro pauvreté. Je crois que c'est dans le cadre d'une vision globale et générale que nous pourrons apporter des réponses. Alors je sais bien que quand nous avons présenté ce slogan, il y a eu pas mal de débats autour de nous qui nous ont dit est-ce que vous n'êtes pas un petit peu dans l'exagération? Mais je crois qu'il faut qu'on se fixe des objectifs extrêmement ambitieux pour pouvoir réussir. Merci beaucoup. Je vous ai vu réagir, Patrick Lugman, et en même temps, je voudrais vous interroger sur la dynamique que portent les collectivités territoriales, évidemment, qui est essentielle en faveur du développement durable et plus particulièrement du climat. C'est notre sujet. Donc je ne sais pas si vous voulez faire une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, mais aussi quels sont vos partenaires et comment vous animez justement cette logique sur les territoires. Je crois vraiment, je l'avais dit au Forum Convergence au mois de septembre, on essaie de prendre quelque chose de convergence et de l'amener ici pendant la COP. Chaque acteur, évidemment c'est une négociation onusienne, donc étatique, est dans sa logique. L'enjeu de cette négociation de la COP 21 est de l'ouvrir pour arriver à un résultat. Les États ne peuvent pas, même avec la meilleure volonté, même avec la détermination politique, ne peuvent pas arriver à la réduction des émissions s'ils n'associent pas les populations, les territoires et largement la société civile, y compris évidemment le secteur privé et les entreprises. Et cette logique multi-acteurs, elle est vraiment très forte autour de convergence. La deuxième chose qui est importante dans ce que vient de dire Frédéric Saint-Sermin, c'est que le climat n'est pas un enjeu de techniciens. On ne protège pas le climat pour le climat. Derrière le climat, il y a des enjeux sociaux. Il y a des enjeux de santé publique. Il y a des enjeux de géopolitique. Car si nous ne faisons rien, il y aura raréfaction de la ressource, tensions, guerre, réfugiés. C'est tout ça. Donc quand on dit zéro carbone, zéro pauvreté, zéro exclusion, on remet le sujet là où il doit être. Et un accord climatique qui ne prend pas en compte l'ensemble de ces dimensions est un accord inefficace. Alors évidemment, nous, à la ville de Paris, on cherche dans nos politiques à être ouverts sur, en anglais on dit les stakeholders, je ne sais pas comment on dit en français. Les parties prenantes, voilà. Les différentes parties, en plus comme adjoint à la francophonie, les différentes parties prenantes. Notre plan climat, par exemple, on voulait qu'il soit conçu avec la population. Et donc on a interrogé, par exemple, quand nous avons réaménagé les berges de Seine, en 2013, quand on a rendu aux Parisiens cet espace historique, Anne Hidalgo, qui était à l'époque en charge de l'urbanisme, a insisté pour qu'il y ait un truc fondamental. Évidemment, il y avait des ateliers, on a associé les Parisiens. Elle a voulu qu'on associe les petits Parisiens qui pouvaient s'exprimer sur la vision de leur ville, la vision de la Seine. Qu'est-ce que vous entendez par petits Parisiens? Les petits Parisiens, les jeunes dans les écoles. Et donc, ils ont pu faire des ateliers d'animation. Ils nous ont donné des idées que vous retrouvez aujourd'hui sur les berges de Seine, les bancs, la présence de la botanique, tout ça, ça provient de cette logique d'écoute et de savoir comment une institution sait faire, je dirais, sait se saisir d'éléments disruptifs qu'elle n'organise pas, elle sait juste accueillir à un moment donné, avant de le reprendre et de l'organiser, des éléments disruptifs. Évidemment, le meilleur exemple, c'est ce que nous faisons autour du budget participatif. Nous avons, je crois, nous sommes la ville qui a le plus grand budget participatif. L'année dernière, c'était 70 millions d'euros. Cette année, ce sera 100 millions d'euros que nous donnons directement aux Parisiens dans leur quartier, même pas dans les arrondissements, pour qu'ils donnent des idées, qu'ensuite on fasse analyser par les services de la ville, et s'ils sont faisables, on les met en production.
D'accord. Donc c'est comme ça qu'on lâche la bride et on laisse les Parisiens imaginer leur ville. Évidemment, on ne démissionne pas de notre rôle et de nos priorités, mais à certains endroits, à certains moments, nous nous mettons dans une position d'écoute. Et c'est comme ça qu'on produit des villes différentes et inclusives. Et peut-être aussi plus précisément sur les actions menées en faveur du climat, parce que Paris est très engagé. Et si vous pouvez nous dire quels sont les partenaires, bien sûr les Parisiens, vous avez déjà bien expliqué cela, mais peut-être d'autres parties prenantes, les entreprises, évidemment, sont associées, j'imagine. Il y a un partenariat, il y en a deux que tout le monde connaît et que j'aime bien citer. Évidemment, c'est Autolib. Nous, la principale action qu'on a eue en faveur du climat, l'une des principales, des plus fortes, c'est évidemment une transition vers la mobilité douce. Bon. Dans ce plan-là, nous avons mis en place Vélib avec Deco et Autolib avec Bolloré. Et c'est très intéressant parce que ça part d'abord d'une volonté politique. On voulait un mode de transport en partage propre, capable de véhiculer une famille parisienne normale, c'est-à-dire un véhicule à 4 places. Les constructeurs automobiles n'avaient pas la solution. Et Bolloré est arrivé en disant « Moi, j'ai la batterie, je peux vous faire la voiture. » Et tout le monde disait « Mais c'est une folie, on ne peut pas s'engager sur un partenariat de cette ampleur avec quelqu'un qui n'est pas déjà un industriel. En plus, on va déstabiliser l'industrie automobile. » Bon. Et inversement, du côté de l'industrie automobile, on pensait que le système d'Autolib n'était pas rentable, n'était pas viable. Ouais. Bon. Il y a donc deux personnes un peu folles qui ont pris ce pari, Bertrand Delanoë et Vincent Bolloré, et qui ont construit ce système, qui est un succès, et qui montre qu'on a amené une technologie qui n'existe pas, qui partait d'une volonté politique, qui a changé le comportement des Parisiens, qui aujourd'hui ne ressentent plus nécessairement le besoin de s'acheter un véhicule, et qui par ailleurs a dopé les ventes de véhicules électriques non Autolib, parce que quand on commence à goûter électrique, on ne peut plus s'en passer. Donc voilà exactement une logique partenariale qui a induit un progrès technologique et un changement comportemental. Oui, c'est vrai que là, on a vraiment différentes facettes gagnant-gagnant. Je pense que c'est un excellent exemple. D'accord. Je pourrais en donner d'autres, évidemment. Merci. On reviendra tout à l'heure justement vers vous. Michael Blais, est-ce que vous pouvez nous présenter Givaudan ? Que faites-vous dans cette société ? Et puis, quelles sont aussi les actions que vous menez justement en faveur du climat ? Avec plaisir. Donc, Givaudan, c'est le leader mondial de la parfumerie et des arômes. C'est-à-dire que c'est une société qui va créer et produire les odeurs et les goûts qui vont être ressentis par des milliards de personnes dans le monde chaque jour, plusieurs fois par jour. Nous sommes présents dans plus de 80 pays dans le monde, une quarantaine de sites de production. Et par rapport aux enjeux du réchauffement climatique, notre entreprise est directement touchée. Il faut bien voir que nous utilisons beaucoup de matières premières qui proviennent de la nature, des fleurs, des fruits. L'amont, les ressources. Et cette production, ces ressources naturelles, sont directement sous la pression du réchauffement climatique. J'ai un exemple très concret qui nous concerne. Ici, on est à Paris, en France. C'est la lavande. La lavande est une fleur et une plante emblématique du sud de la France. Eh bien, il y a actuellement donc un parasite qui prolifère avec les élévations de température et qui vient en fait causer la dégénérescence de la lavande. Et donc pour nous, en fait, on le sent très très concrètement dans notre approvisionnement, dans le fait que nos partenaires, que sont nos fournisseurs et les coopératives du sud de la France souffrent de ce réchauffement climatique. Et là encore, le partenariat est la solution. C'est-à-dire que en travaillant avec ces coopératives, en travaillant avec les organismes de recherche, comme le CRIEPAM, comme l'INRA, on va trouver progressivement des souches qui vont résister, des plants qui vont résister à ce parasite. Et donc amener encore une fois à des solutions gagnantes-gagnantes. D'accord. Et sur la question du partenariat, vous allez nous parler de l'alliance à laquelle vous contribuez et dans laquelle vous êtes investi. Oui, tout à fait. Comment se formalise justement, et vous, votre notion de l'importance des partenariats et d'être dans un maillage en fait ? En fait, ça traduit vraiment la complexité des matières premières avec lesquelles en fait on est en relation. Il y a en l'occurrence des matières premières qui vont être dérivées de l'huile de palme. C'est-à-dire que l'huile de palme en soi a cette magie, c'est qu'il est en fait associé à un noyau, un déchet,
qui contient des molécules exactement similaires au pétrole. Donc on peut faire de la chimie sur les noyaux d'huile de palme et de fruits des palmiers, et donc avoir nos ingrédients. Maintenant, l'huile de palme, la façon dont on le produit n'est pas parfaite. Il y a des impacts très importants à la fois sociaux, à la fois environnementaux. Et là, en fait, Givaudan, malgré sa position de leader mondial, représente très peu dans la filière. Nous achetons à peu près 0,001% de l'huile de palme dans le monde. Donc l'Alliance française pour l'huile de palme durable est pour nous le moyen de s'associer à d'autres entreprises, à d'autres acteurs de l'économie agroalimentaire, parfumerie et cosmétique, de façon à pouvoir porter un message commun, à savoir une production durable de l'huile de palme, aller vers des politiques zéro déforestation. Et en fait, cette union, en quelque sorte, d'entreprises fait que l'on est effectivement beaucoup plus écouté, beaucoup plus entendu auprès des acteurs de la chaîne de valeur, que vont être les raffineurs, que vont être les plantations, donc dans des pays comme l'Indonésie ou la Malaisie. Et sur un sujet qui a besoin de trouver un vrai écho en plus par les temps qui courent. Et je voudrais faire le lien avec justement la session que vous avez tenue lors d'une 8e Forum Convergence sur la lutte contre la déforestation. Qu'est-ce que vous en avez retiré comme retour d'expérience? Alors ça a été exceptionnel, parce qu'en fait le Forum Convergence, c'est quelque chose qui a permis d'avoir autour de la table des acteurs comme les entreprises, comme les ONG, les représentants de la société civile, les chercheurs, pour parler d'un thème unique qu'est la déforestation. Et ça au travers de différentes filières, que ce soit le palme, que ce soit le papier, que ce soit le soja. Et en fait, on s'aperçoit que en fait, cette communion d'énergie amène à des idées complètement nouvelles. On en a retiré, nous, en tant qu'acteurs individuels, une inspiration forte sur le fait d'avoir des engagements, par exemple, des engagements communs, de façon à porter l'engagement zéro déforestation, le fait de l'avoir au niveau des entreprises, au niveau des organisations, c'est quelque chose qui est vraiment porteur. Des thèmes comme la traçabilité ont été abordés également. Comment est-ce qu'au travers de filières de matières premières extrêmement complexes, multi-acteurs, on arrive à déterminer d'où proviennent les matières premières pour au final apporter une information demandée par les consommateurs. Et puis enfin, l'exigence de transparence. C'est quelque chose qui a beaucoup été abordé lors du Forum Convergence, c'est que le développement durable, les enjeux comme le réchauffement climatique ne sont pas simples à résoudre. Sinon, on n'en parlerait pas ici. Et donc en fait, la transparence à la fois sur les succès, mais aussi sur les difficultés rencontrées, apporte vraiment une valeur. D'accord. Si je peux me permettre d'intervenir, c'est vrai que, comme je le disais à l'instant, nous avions 45 réunions d'échanges, 9 ateliers dynamiques, donc il y a de quoi comparer la session que nous avons eue, organisée par l'Alliance française pour une huile de palme durable, avec le reste. Ça a été une de nos sessions les plus dynamiques. En tant qu'organisateur, on craignait un petit peu les échanges, la qualité certainement pas, l'intensité certainement pas, mais peut-être quelquefois, peut-être, je ne sais pas, une sorte d'excès, parce qu'on avait des acteurs économiques, on avait des grandes ONG parties prenantes dans ce débat, comme Greenpeace, et on a eu vraiment des échanges extrêmement respectueux des interventions des uns et des autres, et très, très, très intéressantes et très positives. Et tout le monde en a retenu qu'un aspect positif, ce qui n'était pas du tout écrit au départ. C'était une très, très belle initiative. Tout à fait. Je crois que c'est aussi, et vous avez raison de souligner, vraiment très, très brièvement, à souligner, c'est que ces confrontations en quelque sorte entre plusieurs acteurs, plusieurs représentants, on en a parfois un petit peu des craintes, c'est-à-dire on est un peu réticent à confronter ces idées. Et finalement, un forum comme Convergence démontre le contraire. C'est exactement l'inverse. C'est qu'on arrive à avoir justement dans ces confrontations d'idées, à arriver à être suffisamment créatif pour sortir des idées nouvelles. Monsieur Klugman, je voulais revenir vers vous sur cette question de l'association avec les citoyens qui est centrale dans la mise en œuvre des politiques de la ville à Paris. Est-ce que vous pouvez nous redonner un peu le cadre général et votre perspective par rapport à cela pour construire finalement une ville où il fait bon vivre, où il fait déjà bon vivre, mais où il fera encore meilleur vivre? Nous, depuis 2001, on a associé les Parisiens à tous les niveaux de la décision.
Mais évidemment, depuis 2001, les Parisiens se sont habitués et donc on a dû créer de nouvelles formes de mobilisation et d'interaction. Le droit de pétition, évidemment, le budget participatif, je crois que c'est quand même une initiative assez remarquable. Il y a évidemment des formes plus traditionnelles comme des conseils de quartier. Donc à tous les niveaux de la décision municipale, nous sommes en interaction avec les citoyens, ce qui est essentiel. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on marque un engagement politique fort qui passe par un changement de comportement assez radical et qu'on a bien expliqué l'enjeu, les Parisiens suivent. Quand par exemple il y a eu la journée sans voiture, le 27 septembre, oui. Les Parisiens ont vraiment adhéré à la mesure. Et là, c'était assez festif. Mais quand nous avons dû, face à des pics de pollution, demander la mise en place de la circulation alternée, ça donnait lieu à des débats institutionnels intéressants, les Parisiens et les riverains des communes aux alentours ont compris et ont suivi, ce qui montre une grande conscience des enjeux environnementaux du point de vue de la population. Ce ne sont pas des politiques municipales que vous pouvez mettre en place si l'enjeu n'est pas partagé. Après, la mesure, même si elle est un petit peu radicale, elle demande un peu contraignante, ouais. Passe bien si l'enjeu a été bien expliqué en amont. Et là, les Parisiens ont bien compris qu'il y avait un enjeu de santé publique fort et qu'il passait par un changement de chacun de nos comportements. Et donc, on est en train de construire avec les Parisiens quelque chose de nouveau. Et là aussi, finalement, le réseau des partenaires, ensemble, ont un rôle en matière de pédagogie, puisque c'est finalement évidemment, ce que vous expliquez, sensibilisation. Ça ne peut pas aller de la ville parle aux citoyens. Il y a une logique multi-acteurs, partenariale, qui est extrêmement importante pour que le même message soit, diffusé de 55 manières différentes, à des endroits totalement différents, mais qu'à la fin, l'essentiel y soit, ce qui est d'ailleurs l'essentiel même de ce que nous faisons ici, notre engagement sur le climat. Voilà, c'est convergent. C'est convergent. Et je reviens du coup vers vous, Frédéric. J'aime bien ce mot qui vient du pape, tout ce qui converge élève. Merci beaucoup. Voilà. Donc Frédéric, est-ce que vous pouvez nous donner maintenant un peu une vision de l'avenir pour Convergence, feuille de route 2016 ? Bien sûr, Convergence aura une 9e édition, puisque cette 8e édition était particulièrement marquée par la problématique climat, la COP21 ici à Paris, mais je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas à s'intéresser à l'avenir, à la COP22, qui va se dérouler au Maroc, et l'un de nos piliers tournera certainement encore une fois autour de ce sujet. Nous avons historiquement 3 piliers. Lors de nos débats au sein du Forum Convergence. Nous avons les objectifs de développement durable, nous avons le débat autour des débats économiques et acteurs économiques, changements sociétaux. Donc ça, ce sont toujours des débats très intéressants parce que de fait, nous avons aussi les patrons, les chefs d'entreprise, les acteurs économiques qui sont présents avec des opérateurs du monde solidaire, etc. Donc c'est quelque chose d'important. Et le 3e pilier, cette année, était le climat. On va savoir un petit peu plus tard quel sera le 3e pilier. Pourquoi pas continuer dans cette perspective, mais je tiens à dire que, comme je vous le disais, nous avons 200 opérateurs partenaires très forts qui sont membres de Convergence, qui animent les ateliers chaque année, et ce sont eux qui choisissent le 3e pilier. Donc on va leur laisser le temps de la réflexion. Et co-construction aussi. Voilà, on est vraiment dans la co-construction. On va participer cette année à des initiatives, à des forums tels que ceux-ci, parce que nous avons pris goût aussi, nous-mêmes, Convergence, qui est une initiative, je tiens à le dire, lancée par une organisation humanitaire importante, Acted, dont je suis le directeur général délégué. Nous sommes acteurs ici puisque nous exposons, nous avons notre stand, nous y avons pris goût. Je pense que nous allons vouloir continuer de mener cette opération. Et puis nous avons aussi chaque année 2 baromètres qui méritent peut-être une meilleure communication de notre part, qui méritent d'être valorisés. Le baromètre de l'entrepreneuriat social et le baromètre de la microfinance qui vise à valoriser des initiatives climat.
Donc c'est quelque chose qui, je pense, mérite d'être poursuivi, peut-être valorisé, mieux connu. Plus, hein. Nous allons poursuivre. Nous avons eu cette année au Forum Convergence un prix spécial climat. Pourquoi ne pas continuer non plus dans ce cadre-là? Mais être acteur humanitaire, c'est quelque chose qui est important. Nous avons bien compris, en créant Convergence avec d'autres partenaires, que Convergence devait être un lieu de réflexion, de mobilisation et de plaidoyer. Et c'est dans cet esprit que nous voulons poursuivre notre action commune. Merci. Un mot de conclusion à vous tous. Monsieur Klugman, peut-être pour commencer, quel est votre ressenti sur l'implication de la société civile depuis une semaine, 10 jours dans la COP21? Je crois qu'on a bougé quelque chose à Paris sur l'association des partenaires, on dirait des acteurs non étatiques à une négociation interétatique. J'ai pas envie de dire, pour parler en termes de sciences politiques, on est peut-être à la fin de l'ère westphalienne des relations internationales, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'apparente à une co-construction, particulièrement dans la négociation climatique, et je pense que ça va se prolonger dans les autres négociations internationales. On ne peut pas refermer la porte parce qu'on a besoin que les impulsions politiques, qui doivent être dictées au niveau des États, aient un effet au niveau, je dirais, des territoires, du terrain, et une capacité à emmener différents acteurs, différentes parties prenantes. Et donc les villes sont cet espace charnière entre les deux. Et c'est comme ça que les villes n'avaient jamais été autant associées à la négociation climatique. Nous avons eu vendredi notre sommet des élus locaux pour le climat, 700 maires présents, 1500 participants, Ben Ki-moon présent, le président de la COP également. Et nos travaux ont été finalement quasiment inclus dans ceux de la COP 21. Et maintenant, c'est le suivi, c'est la route vers Marrakech qui va compter. Et je crois qu'il n'y aura plus de retour en arrière. Nous sommes à l'ère de la co-construction, ou alors, ça sera ça ou l'inefficacité. Et je crois qu'il y a quelque chose qui s'est figé à Paris, ou qui s'est formé à Paris, j'espère pas figé, dans cette logique de co-construction de normes et de comportements. Merci beaucoup. Merci. Michael, votre mot de la fin aussi. Du côté des entreprises, la mobilisation est très forte. Il y a eu l'initiative Road to Paris qui a été menée en amont de cette COP21 et beaucoup d'entreprises comme Givaudan se sont mobilisées pour revoir en particulier leur objectif de réduction des émissions de CO2 en liaison avec les recommandations des scientifiques, les engagements zéro déforestation, j'en ai parlé, des engagements pour aller vers des énergies renouvelables. Donc la voix des entreprises, on le voit bien lors de cette COP, qui est aussi qui accompagne en fait les négociations et qui vraiment fait écho à la volonté de dire qu'il n'y a pas de développement d'entreprise sans un développement durable et que ça n'est pas en fait deux agendas séparés. Merci beaucoup. Frédéric ? On aurait pu craindre que les débats tournent autour des acteurs publics, négociateurs, gouvernants, et puis le monde de l'humanitaire, des ONG, de tous ceux qui s'intéressent au climat. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir quand même les acteurs économiques, en particulier en France. Il y a eu beaucoup de chefs d'entreprise qui se sont mobilisés sur ces sujets, qui ont organisé en termes de communication interne dans leurs propres entreprises des débats. Les médias s'en sont emparés. Et je crois que le grand public, en tout cas, a été sensibilisé à la problématique de la COP21, au monde décarboné que nous souhaitons défendre chez Convergence. Donc de ce côté-là, cette sensibilisation a bien fonctionné, la mobilisation, je pense, des esprits aussi a bien fonctionné dans un cadre de multipartenariat. Ce que je regrette peut-être, c'est que, je pense les habitants de la région parisienne ne se soient pas plus mobilisés ici au Bourget, comme si on pouvait croire qu'il y avait la zone bleue qui était la zone des débats et des négociations, et que la zone verte soit réservée à un certain public. Non, elle n'est pas réservée à un certain public, elle est ouverte à tous. Mais je crois que les gens se sont peut-être dit, le sujet nous importe, nous intéresse, à notre niveau, nous allons avoir le petit geste citoyen, mais les 12 jours de la COP21 au Bourget n'ont pas été suffisamment, je trouve, des lieux de rassemblement, d'échange, et nous, en tant qu'exposants, nous le regrettons un petit peu. D'accord. Et moi, je dirais peut-être aussi, pour terminer, c'était finalement aussi l'essence un petit peu de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que bien évidemment, la COP21 n'est pas une fin en soi et que tous ces partenariats multi-acteurs doivent fructifier, doivent s'amplifier pour que
2016, 2017 et évidemment toutes les années à venir soient des années d'amplification des solutions, de mise en œuvre concrète des actions qui permettent de lutter contre le dérèglement climatique et aussi de s'adapter. Merci à tous deux. Monsieur Klugman a dû nous quitter, mais je vous remercie beaucoup pour ce débat fort intéressant et à très vite.